Quand on débute dans la crypto et qu'on souhaite se lancer, on est rapidement confronté à des notions qui peuvent sembler au premier abord relativement complexes. Et c'est vrai que c'est pas forcément un écosystème qui est très simple à appréhender au premier abord. Néanmoins, je vais essayer de vous simplifier la tâche dans cette vidéo en vous expliquant de la manière la plus simple possible les principaux termes à comprendre et à connaître pour que vous puissiez beaucoup plus rapidement vous lancer efficacement dans le secteur des crypto-monnaies. Alors bien évidemment, ça ne sera pas une liste exhaustive de tous les termes à connaître, il en existe aujourd'hui énormément, mais j'ai essayé dans cette vidéo de sélectionner les principaux pour vous faire gagner du temps et que vous puissiez beaucoup plus rapidement passer à l'action. Donc là, on va commencer tout de suite et on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier terme que vous allez rencontrer très régulièrement sur le marché crypto, c'est le terme altcoin. Donc ça va correspondre tout simplement à toutes les crypto-monnaies autres que le Bitcoin. C'est-à-dire que quand on va parler du Bitcoin, on va parler spécifiquement du Bitcoin et tout ce qui n'est pas en fait le Bitcoin, on va appeler ça un altcoin. Une crypto-monnaie, c'est un actif numérique pouvant être utilisé comme réserve de valeur ou moyen d'échange de biens et de services. Les transactions sont vérifiées et enregistrées à l'aide de la cryptographie par un réseau distribué de participants plutôt qu'une autorité centralisée telle qu'une banque ou un organisme gouvernemental. L'objectif des crypto-monnaies, c'est d'éliminer le risque de contrepartie, d'éliminer les intermédiaires, reprendre en main son propre argent et sa souveraineté monétaire finalement. Donc c'est tout ça qui va rentrer dans le package des crypto-monnaies avec les différents volets que j'avais déjà évoqués sur cette chaîne YouTube, donc la décentralisation, la résistance à la censure, etc. etc. Ensuite, le terme blockchain, donc j'ai essayé de le synthétiser de manière très très simple pour que ce soit clair dans votre tête. Une blockchain, c'est essentiellement un registre complet de transactions détenues simultanément par plusieurs nœuds du réseau, donc par plusieurs, on va dire, gros ordinateurs, pour faire vraiment très très simple. Donc en réalité, pour comprendre ce qu'est une blockchain, il faut juste que vous imaginiez un grand livre blanc, un livre vierge que vous auriez acheté dans un magasin spécifique, dans lesquels, sur chaque page, on va écrire les transactions. Donc par exemple, Michel a envoyé 3 bitcoins à Rémi, Rémi qui a envoyé 3 bitcoins à Romain, etc., etc. Et donc on va noter en fait toutes ces transactions sur ces pages qui à la base étaient blanches. Donc on va remplir finalement ce cahier et chaque page va représenter un bloc. Et donc finalement, une fois qu'un bloc est plein, on va vérifier, on va demander aux personnes qui participent au réseau, notamment les mineurs et ceux qui aujourd'hui ont des nœuds, de vérifier que les informations qui sont inscrites dans ce registre sont bien justes. Et si c'est bien le cas, on va pouvoir les inscrire in fine sur la blockchain. Les mineurs vont faire ça notamment sur les crypto-monnaies comme par exemple le Bitcoin et recevoir une récompense par la suite. Ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais bien évidemment qu'ils ne vont pas faire ça pour rien. Ensuite, j'ai parlé donc dans le concept de blockchain, j'ai parlé de registre distribué. Alors un registre distribué, dans la finance traditionnelle, il faut savoir qu'en général, on a une organisation telle qu'une banque qui va tenir un registre de toutes les transactions de ses clients. Donc on a une entité centralisée, là en l'occurrence une banque, qui va avoir toutes ces informations et nous, en tant que particulier ou même personne lambda, on n'aura pas la capacité de vérifier toutes ces informations. Donc on est obligé de faire confiance à ces intermédiaires. Les registres distribués utilisent des nœuds ou des ordinateurs indépendants pour enregistrer, partager, synchroniser les transactions sur le réseau. Une blockchain, c'est un grand livre distribué, c'est ce que j'ai évoqué un petit peu plus tôt. Ensuite, attention de ne pas confondre les deux termes que j'ai placés là en premier, entre coin et token. Beaucoup de débutants font l'amalgame en fait entre les deux, mais c'est vraiment deux choses différentes. Un coin, c'est une crypto-monnaie qui va posséder sa propre blockchain. Donc quand on parle par exemple de l'Ether pour la blockchain Ethereum et puis Bitcoin pour la blockchain Bitcoin, ces deux actifs ont leur propre blockchain et utilisent leur propre blockchain pour fonctionner, donc ce sont bien des coins. Par contre, sur Ethereum, il y a tout un tas de projets qui fonctionnent sur cette blockchain, notamment ce qu'on appelle des ERC20, mais ça sera des tokens parce qu'ils utilisent une autre blockchain qui n'est pas la leur, mais une blockchain déjà existante, comme par exemple celle Ethereum. Donc vraiment, soyez très vigilants par rapport à ça. Quand on parle de token, c'est vraiment un actif numérique n'ayant pas sa propre blockchain, mais qui en utilise une déjà existante. Et un coin, c'est une crypto-monnaie qui possède sa propre blockchain. Ensuite, quand on parle de monnaie fiat, alors ça correspond plus globalement aux devises fiduciaires comme l'euro, le dollar, le yuan, la livre sterling, etc. etc. Voilà, vous allez entendre parler de fiat, même des fois monnaie fiat, c'est juste pour parler en fait des devises classiques comme l'euro, le dollar, etc., etc. Ensuite, vous allez avoir le market cap, donc le market cap ou la capitalisation boursière en général, ça va correspondre tout simplement à la multiplication du nombre de coins ou de tokens en circulation
circulation multiplié par le dernier cours actuel de ce coin et de ce token en question. Je vais vous donner un exemple concret. Admettons que je lance mon token, le Thibaut Coin, que je le liste sur Uniswap, donc c'est un token ERC20, en quelques minutes je peux le lancer. Je mets 1 trillion de tokens en circulation et quelqu'un m'achète un token sur Uniswap à 1 dollar. Ça veut dire que si on suit la formule du market cap, on va multiplier le cours actuel, donc 1 dollar, multiplié par l'offre en circulation, 1 trillion. Ça veut dire que mon token, il se retrouve aujourd'hui avec un market cap de 1 trillion de dollars. Alors attention, là vous commencez à entrevoir là où je veux vous amener, c'est que le market cap n'est absolument pas un proxy ou un moyen pour pouvoir estimer les performances d'un projet particulier, et ça ne représente pas non plus la valorisation, l'argent qui a été insufflé dans ce projet-là, ou même l'argent que vous êtes capable, vous, de retirer in fine dans votre portefeuille. Là, pour l'exemple que je vous ai donné, le Thibaut Coin, quelqu'un a simplement fait une transaction pour acheter un token à 1 dollar, mais il y a juste eu un échange de 1 dollar. Et pour autant, c'est un token qui est valorisé à 1 trillion parce qu'on multiplie 1 dollar multiplié par l'offre en circulation. Mais attention, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas vendre pour 1 trillion de dollars de valorisation. On ne connaît pas la liquidité, on ne connaît pas toutes les métriques qui vont nous intéresser pour pouvoir identifier et analyser correctement un projet. Donc soyez très vigilants par rapport à ça. Mais parmi les sites les plus connus, souvent on va avoir un classement par market cap, parce que en général c'est quand même quelque chose qui est très connu, mais qui est plutôt utilisé dans la finance traditionnelle. Ensuite, vous allez avoir d'autres termes à comprendre, notamment les portefeuilles à froid et les portefeuilles à chaud. Donc les portefeuilles à froid ou cold wallet en anglais, c'est un portefeuille qui va vous permettre de stocker vos crypto-monnaies de manière durable et qui n'est pas connecté à Internet. Donc souvent, c'est des portefeuilles type Ledger, Trezor, etc., etc. Il y a aussi Ngrave, il y en a plein de nouveaux qui sont sortis. Mais parmi les plus connus, on va citer du coup Trezor et Ledger. Et l'objectif de ces cold wallets, justement, c'est de stocker en hors ligne vos crypto-monnaies. Alors attention, vous ne stockez jamais, en fait, beaucoup de gens ont l'impression qu'ils vont stocker leur crypto-monnaie dans une clé USB comme vous avez peut-être l'habitude de stocker un format MP3 dans votre téléphone ou sur une clé USB classique. Sauf que là, en réalité, votre portefeuille à froid ou même à chaud, va vous permettre de sécuriser votre clé privée, j'en parlerai un petit peu plus tard, et c'est simplement le mot de passe qui va vous permettre d'accéder à vos crypto-monnaies sur la blockchain in fine. Mais vous ne stockez pas vos crypto-monnaies en fait sur votre ledger, simplement votre ledger va vous permettre d'ouvrir les accès aux crypto-monnaies qui sont elles-mêmes stockées tout simplement sur la blockchain. Il faut imaginer le fonctionnement de votre boîte aux lettres. Dans votre boîte aux lettres, il faut que vous donniez l'adresse pour que le facteur dépose le courrier dans votre boîte aux lettres. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler votre clé publique. Et votre clé privée, c'est justement l'équivalent de votre mot de passe. Et pour reprendre l'analogie de la boîte aux lettres, c'est l'équivalent de votre clé pour ouvrir la boîte aux lettres. Ça, vous n'allez pas le donner au facteur. Vous n'avez pas envie que n'importe qui ouvre votre boîte aux lettres pour vous prendre votre courrier. Dans la crypto-monnaie, c'est exactement la même chose. Et parmi les alternatives les plus intéressantes aujourd'hui et les plus sécurisées pour protéger vos crypto-monnaies sur le long terme, c'est bien évidemment les portefeuilles à froid, parce que là, on n'est pas du tout connecté à Internet, donc ça, c'est super puissant. Les portefeuilles à chaud, ou hot wallet en anglais, là, pour le coup, c'est un portefeuille qui est connecté à Internet, donc c'est quand même moins sécurisé qu'un portefeuille à froid, mais c'est quand même plus simple d'utilisation. Ensuite, il y a deux mécanismes de consensus généraux qui existent. Alors, il y a des sous-catégories, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Mais vous allez être confronté à deux grosses catégories de consensus, donc notamment le Proof of Work et le Proof of Stake. Donc, le Proof of Work ou le POW ou preuve de travail ou le minage ou le mining, c'est exactement la même chose. Il s'agit d'un mécanisme de consensus qui est utilisé par de nombreuses blockchains pour prouver que les mineurs ont effectué le travail de calcul pour ajouter un bloc tout simplement à la blockchain existante. C'est le cas par exemple aujourd'hui de Bitcoin qui fonctionne avec le Proof of Work. Le cas d'Ethereum aujourd'hui c'est l'inverse, là on fonctionne plutôt avec le Proof of Stake. Le Proof of Stake ou POS, c'est la même chose que la preuve d'enjeu ou le staking, tout ça c'est les mêmes termes. C'est le second mécanisme de consensus le plus utilisé en crypto-monnaie et qui va obliger les utilisateurs à mettre en garantie un certain nombre de crypto-monnaies pour avoir la capacité de valider les transactions et obtenir des récompenses. En cas de problème, des pénalités seront distribuées en retirant une partie ou la totalité de l'argent déposé en collatéral. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que d'un côté,
Dans le Proof of Work, par exemple pour le cas de Bitcoin, il va falloir payer des charges électriques, il va falloir acheter des appareils très sophistiqués qu'on appelle des ASIC pour valider les transactions. Donc derrière, il y a une incitation économique, on est obligé de dépenser de l'argent et du coup, bah, vu qu'on a investi énormément d'argent, on ne va pas s'amuser à faire n'importe quoi quand on va valider les transactions. Dans le Proof of Stake, pour que le réseau nous fasse confiance et pour qu'on puisse valider les transactions, on a pareil une incitation économique, sauf que là, ça ne va pas être d'acheter des ASIC ou des appareils très sophistiqués de minage comme on peut retrouver sur certaines blockchains Proof of Work. Là, il va falloir qu'on achète une certaine quantité de crypto-monnaies. Par exemple, pour le cas d'Ethereum, il va falloir que vous achetiez 32 Ethers pour avoir la capacité d'être un validateur. Si vous validez les mauvaises transactions, si vous ne faites pas attention à votre connexion Internet, etc., vous allez avoir ce qu'on appelle un slashing. Et le slashing, c'est simplement des pénalités pour vous montrer que il faut que vous soyez présent pour valider les transactions et être sûr qu'on ait toujours des acteurs qui soient bienveillants et qui poussent toujours un petit peu plus loin l'écosystème, on va dire, dans la bonne direction. Ensuite, on va retrouver les ASIC. Donc les ASIC, je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, mais c'est un acronyme qui veut dire Application Specific Integrated Circuit en anglais. Donc un ASIC, c'est un dispositif informatique puissant et coûteux qui va être utilisé pour faire du minage de crypto-monnaies, mais qui vont être ultra spécialisés, si vous voulez, pour valider des transactions sur un seul et unique algorithme. Par exemple, sur Bitcoin, ça va être le SHA-256, vous pourrez y jeter un coup d'œil, mais ces ASIC qui sont ultra spécialisés pour ce type d'algorithme de hachage. Pour d'autres types d'algorithmes, il va falloir trouver d'autres appareils. Il y en a certains qui vont être un peu plus polyvalents et qui vont utiliser plutôt des cartes graphiques, d'autres qui vont utiliser plutôt des processeurs, comme c'est le cas par exemple de Monero. Donc les algorithmes de validation et de hachage en tout cas ne sont pas identiques en fonction de tous les projets, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que pour le cas par exemple de Bitcoin, on ne peut plus s'amuser aujourd'hui à valider des transactions sur notre ordinateur classique. Là, il faut acheter un appareil très sophistiqué qu'on va appeler des ASIC, et aujourd'hui c'est plutôt fait à grande échelle de manière industrielle et c'est plus forcément ouvert à monsieur et madame tout le monde. Ensuite, vous avez les contrats intelligents ou smart contracts en anglais qui vont correspondre à un programme qui va s'exécuter sur une blockchain lorsque certaines conditions sont remplies sans intervention humaine ni d'intermédiaire. Une fois rempli, le contrat ne peut être ni modifié ni annulé. Donc là, ça ouvre la possibilité à énormément de choses, notamment la finance décentralisée, les NFT, la GameFi, etc. etc. Ça, je pense que vous avez sans doute déjà dû entendre parler de ces termes. Et c'est pas pour rien, tout ça c'est rendu possible justement grâce au smart contract ou au contrat intelligent en français. Les stablecoins, ça correspond juste à une crypto-monnaie dont le cours n'est pas censé varier avec le temps. Donc par exemple, vous avez tout un tas de stablecoins différents, vous avez l'USDT, l'USDC, vous avez le BUSD, vous avez le DAI. Tous ne fonctionnent pas forcément de la même manière. Vous avez des stablecoins centralisés, des stablecoins décentralisés, des stablecoins algorithmiques, mais l'objectif, en tout cas in fine des stablecoins, c'est d'avoir une parité de 1 pour 1 avec le dollar. Par exemple, un USDC égale 1 dollar. Et l'objectif de ces crypto-monnaies, c'est de éventuellement se dérisquer ou de se protéger en cas de baisse pour pouvoir peut-être re-rentrer sur le marché quand une opportunité se présente. Ensuite, vous allez avoir bear market, bull market. Donc bear market, c'est cycle baissier, tendance baissière. Bull market, cycle haussier, tendance haussière. White paper ou papier blanc en français, c'est un document qui est plus ou moins technique et qui va expliquer normalement les objectifs et l'intérêt d'un projet en question. Notamment quand vous investissez sur certains projets qui viennent juste de se lancer, ils ont forcément un white paper quand c'est des projets sérieux et donc ils sont censés vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce qu'ils souhaitent faire, leur vision, il y a quelques jargons techniques que vous allez retrouver à l'intérieur, mais en tout cas vous devrez retrouver les objectifs, l'intérêt du projet, la solution apportée, etc. etc. ROI, ça veut dire juste Return on Investment, c'est le retour sur investissement, exprimé par exemple en pourcentage. Si vous avez un ROI de 100%, 100%, ça veut juste dire que vous avez fait x2 sur votre investissement. Voilà, donc ça, c'est des notions que vous allez retrouver régulièrement. J'en ai parlé tout à l'heure, clé privée et clé publique. La clé privée, c'est l'équivalent, si je reprends encore une fois l'analogie de la boîte aux lettres, c'est votre clé qui va vous permettre d'ouvrir votre boîte aux lettres pour accéder à votre courrier. C'est l'équivalent de votre mot de place. Et la clé publique, c'est l'adresse que vous allez donner à votre facteur pour qu'il puisse venir vous déposer tout simplement votre courrier. Et ça pose pas de problème de le divulguer en fait sur Internet, votre clé publique. Par contre, votre clé privée, c'est vraiment la chose à sécuriser
sécuriser au maximum, notamment avec les cold wallets ou les portefeuilles à froid, comme je l'évoquais un petit peu plus tôt. Donc clé privée, également connue sous le nom de clé secrète, il va s'agir essentiellement du mot de passe pour vous permettre d'accéder à vos crypto-monnaies. Il correspond à un nombre incroyablement long qu'il est aujourd'hui presque impossible de deviner, même pour les ordinateurs qu'on a à l'heure actuelle. Vous autorisez une transaction en la signant justement avec votre clé privée. C'est ce qui va vous permettre de faire bouger en fait vos fonds d'un portefeuille éventuellement à un autre. La clé publique, ça correspond à l'adresse publique de votre portefeuille crypto. Pour recevoir des fonds sur votre portefeuille, vous devez partager votre clé publique. Chaque clé publique est associée à une clé privée et la clé privée n'est connue en théorie que de vous-même. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba, mais c'est vraiment super important de le comprendre. Ensuite, vous allez avoir des dApps. Donc les dApps, c'est une abréviation pour application décentralisée en français. Une dApp, c'est une application qui n'est pas contrôlée par une autorité centrale, comme par exemple une banque ou une entité spécifique, comme celle que j'ai pu évoquer, pareil, un petit peu plus tôt dans cette vidéo. DeFi, c'est l'abréviation pour finance décentralisée en français. Elle ne nécessite aucun intermédiaire et aucun contrôle d'identité. Les participants peuvent envoyer et recevoir des actifs directement. En théorie, ça rend l'échange de valeurs beaucoup plus efficace et c'est vraiment la vision qui est portée par le secteur des crypto-monnaies. Ensuite, vous avez DeEP. Donc DeEP, il s'agit simplement d'une chute brutale et éphémère du cours et qui va sans doute par la suite retrouver très rapidement sa valeur. Donc quand vous entendez des gens dire buy the dip, soyez très vigilants, mais en général ça veut simplement dire que ces gens-là achètent en fait les variations du cours et surtout quand il y a une chute brutale d'un projet parce qu'ils espèrent que le projet va reprendre sa valorisation par la suite. Quand vous entendez dump et pump, dump ça veut simplement dire une baisse de prix d'une crypto-monnaie qui peut être pareil, une chute brutale du prix, et le pump c'est une augmentation du prix tout simplement d'une crypto-monnaie. Exit scam, c'est un type d'arnaque qui existe dans les cryptos, il y en existe beaucoup, mais en gros, là ici, les arnaqueurs vont récolter des fonds d'investissement contre la promesse d'un produit fini. C'est ce qu'on a eu en 2017-2018 avec tout un tas de personnes qui faisaient des levées de fonds qu'on appelle des ICO, Initial Coin Offering, donc qui promettaient monts et merveilles, et en général, on leur donnait l'argent pour qu'ils puissent développer le projet. Ils se retrouvaient avec plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions, et du coup, ils partaient avec la caisse et ils développaient absolument pas le projet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un exit scam. Donc c'est ce que j'ai mis à l'écran. Ils lèvent de l'argent et puis ils s'éclipsent en gardant l'argent sans délivrer finalement le produit. Le halving, et là quand on parle de halving, c'est spécifiquement à certaines crypto-monnaies comme par exemple le Bitcoin ou le Litecoin. Il y en a d'autres aussi qui ont cet épisode de halving, mais c'est un événement quand même majeur et important à connaître. On parle de halving lorsque la récompense de minage d'une crypto-monnaie est divisée par deux. Donc l'émission de nouveaux coins ou tokens, notamment en l'occurrence c'est plutôt des coins qui sont émis en circulation, est divisée par deux. Pour le cas du Bitcoin, c'est tous les 4 ans. Cet événement est programmé à l'avance dans le code de la crypto-monnaie et se déclenche automatiquement lorsqu'un certain nombre de blocs ont été minés. Vous pourrez vous renseigner un petit peu là-dessus, on en a parlé énormément sur cette chaîne, mais c'est un événement super important et qui en général est un catalyseur significatif pour la reprise d'un prochain cycle haussier sur tout l'écosystème crypto, notamment quand on analyse les épisodes de halving sur le Bitcoin. Et enfin, je vous ai mis un dernier terme à l'écran et c'est pas une faute d'orthographe, c'est vraiment comme ça que ça se dit dans la crypto, c'est HODL, qui vient du terme hold en anglais, qui veut dire garder et détenir ses crypto-monnaies sur le long terme. Alors pour information, c'est pas un terme comme ça qui vient de nulle part, HODL, c'est une blague en fait qui provient du tout début du lancement des crypto-monnaies et notamment du Bitcoin. Sur le forum Bitcoin Talk, il y a quelqu'un qui est le tout premier forum en fait qui parlait du Bitcoin. Il y a quelqu'un qui a essayé de dire justement on va essayer de garder, il faut détenir et garder le Bitcoin sur le long terme, ne pas vendre quand le marché baissait fortement. Et il s'est trompé, il a dit HODL au lieu de dire hold. Et donc ça c'est resté et finalement aujourd'hui au lieu de dire on va hold nos crypto-monnaies, on va dire on va hodl nos cryptos. Donc ne soyez pas surpris si jamais vous êtes confronté également aussi à ces termes. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est pas une liste exhaustive, il y a plein d'autres termes aujourd'hui qui existent, mais je pense déjà qu'avec ça, je vous ai débroussaillé quand même pas mal de chemin et ça peut vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans vos investissements en crypto-monnaie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le domaine des crypto-monnaies et profiter notamment de ces périodes-là pour pouvoir se former, on vous met dans la description de la vidéo un guide que vous pouvez télécharger. Vous avez simplement à cliquer dans le lien qu'on vous aura mis juste en dessous, vous rentrez votre adresse mail et puis on vous enverra le contenu directement dans votre boîte de réception. J'en profite également aussi pour vous dire que j'ai sorti récemment une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant. Je vous mettrai le lien pareil dans la barre d'infos, dans lequel je parle de tout ce qui touche de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc je parle d'entrepreneuriat, investissement, finances personnelles, etc. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, pareil, n'hésitez pas à vous abonner.
Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.